Bonjour, bienvenue à cette première joute de roumain. Comme certains d'entre vous le savent, puisque certains sont habitués de ce festival dédié aux traducteurs, les joutes littéraires et les joutes de traduction se sont menées depuis de nombreuses années à l'initiative de l'ATLF, qui est l'association des traducteurs de littérature français. Notamment et plus simplement dès le départ en anglais. Aujourd'hui, pour la première fois, vous avez devant vous deux traducteurs de littérature roumaine qui acceptent avec courage de participer à cette joute, car une joute, effectivement, c'est entrer dans les tréfonds et dans la cuisine, dans l'arrière-cuisine de ce qu'est l'acte de traduction. Et voici donc Nicolas Cavaillès à ma gauche et Mariana Negulescu. Vous aurez juste à la fin de ce diaporama que vous voyez en fond une biographie de nos deux vaillants jouteurs. Et je vous propose plutôt de commencer assez rapidement par entrer dans le texte et par découvrir un passage d'un livre qui me tient beaucoup à cœur, dont l'auteur est Stéphane Agopian, et que j'ai proposé cet été à Mariana et à Nicolas. Donc je leur ai envoyé un extrait assez long. Ils ont accepté de passer du temps à le traduire, et nous allons découvrir ensemble leurs deux versions et discuter. Mais moi, je ne vais pas beaucoup parler, je vais poser quelques questions. Ce sont surtout les deux jouteurs qui vont parler. Donc, le livre dont il est question, je ne prononce pas le titre car nous allons tout d'abord débattre de ce titre. Vous verrez pourquoi je ne le prononce pas. Donc, et de Stéphane Agopian. Une petite chose préliminaire, puisque vous allez voir des lettres un peu étranges dans le texte qui va s'afficher à l'écran. Vous voyez, c'est un micro-guide de prononciation du roumain. C'est très parcellaire, mais j'espère que ça va vous aider. Les petits che, les petites se, les petits e. Voilà. Et puis pour les germanistes, ils comprendront très bien la blague sur l'écureuil. Voilà. Et comme beaucoup de langues latines, comme l'italien par exemple, toutes les lettres se prononcent. Voici donc le premier extrait de ce texte. Ensuite, on aura le deuxième. Mais c'est maintenant que nous entrons dans le cœur du sujet. Mariana, Nicolas, vous avez découvert ce texte, car je sais que vous n'aviez pas lu le roman avant. Ce titre, comment vous l'avez appréhendé? Il est assez énigmatique quand on n'a pas lu le livre juste avant. Mariana. Tu commences par moi. Mais oui, c'est normal. C'est vrai que je suis un peu plus attachée à la langue roumaine. Donc, pour moi, Tache, c'est le petit nom de Costache qui vient du grec. Et comme le personnage est très ancré dans une situation des phanariotes, vous savez, les anciens seigneurs de la Valachie du début du 19e siècle, j'ai préféré garder Tache, donc avec un accent écrit en français avec un K. Je crois que les Français n'auront pas de mal à le prononcer, parce que sinon, tâche, ça ne va pas. Donc, pour moi. Alors, pour des catifères, c'est velours. Donc, maintenant, c'est vrai que la lecture du roman qui m'a été un peu difficile parce que ce roman est déjà épuisé, et bien qu'il soit édité, je crois, 2 fois,
je l'ai eu très tardivement. Donc, pour un traducteur, c'est très important de connaître quand même le contexte, de lire tout le roman avant. Et éventuellement, il est préférable qu'il entre en contact avec l'écrivain. Parfois, il a des questions à poser pour la compréhension. Donc, ma difficulté, pour le dire dès le début, c'était la lecture du roman. Je l'ai découvert grâce à un ami sur PDF très tardivement. Je l'ai parcouru, mais il faut dire que j'ai eu du mal à terminer. Il y a quand même 300 pages. Et c'est un roman à la lecture pas très facile, il faut dire. À la traduction non plus. Et Des Catifères, pour moi, d'après ce que j'ai lu dans le roman, encore une fois, je dis, je ne suis pas rentrée peut-être dans tous les détails pour bien comprendre. Take avait toujours un habit en velours. Catifère, ça veut dire velours. Il avait toujours, depuis petit d'ailleurs. Ensuite, une autre connotation, il avait des penchants un peu gentils de temps en temps. Donc j'ai préféré garder velours. J'aurais dit aux gants de velours ou peut-être tout simplement de velours, mais c'est incompréhensible en français. Je suis d'accord, par contre, donner la parole à Nicolas pour qu'il vous explique mieux. Tout à fait. Oui, bonjour. Moi j'ai pas lu le livre, à vrai dire, donc je ne sais pas s'il a des gants, en fait, précisément de velours ou non. Bon, je voulais dire une première chose, c'est simplement que donc j'ai fait cette traduction cet été. C'était un grand plaisir de me plonger, un exercice intéressant. Mais en relisant ces jours-ci le texte, j'ai déjà repéré des choses que je ferais autrement. Ceci, non pas pour me donner des excuses, mais pour dire ce qui est une réalité importante aussi, le besoin de laisser reposer les traductions. C'est toujours très important. Cela dit, je vais assumer ce que j'ai proposé. Et notamment pour le titre, alors effectivement, c'est le Take, c'est donc le prénom du héros, et c'est un surnom. Donc je n'avais pas été sensible à la dimension grecque du surnom, effectivement, qui est sans doute importante. Mais moi, je crains toujours le K, l'emploi du K, puisque donc en roumain, CH se prononce que. Donc si on avait voulu garder ce prénom tel quel, évidemment, le lecteur français aurait lu Tache, ce qui n'est pas possible. Et bon, il y a un côté barbare, je trouve, dans l'emploi du K qui me bloquait un peu. C'est pour ça que je suis parti dans une autre direction, alors un peu étonnante peut-être, mais pour arriver à Mitru, puisque Take vient de Kostake, qui est un diminutif de Dumitru, qui lui-même vient de Dimitri, en fait, Dumitru en français. Et voilà, je suis arrivé à Mitru, qui est un autre surnom qu'on donne au Dumitru, donc pour garder aussi la connotation un peu familière, pour qu'on reste dans le cadre d'un surnom d'un personnage qui est par ailleurs effectivement assez sympathique, et c'est pas un héros qui laisse indifférent. Voilà. Oui. Et alors je dois dire que juste avant, j'ai posé la question à l'auteur, à Stéphane Agopian, qui a une personnalité un peu taquine et qui a beaucoup d'humour, ce qui transparaît également à de nombreux endroits dans le livre. Et parce que moi aussi, je me suis posé la question d'où vient ce prénom Take, parce que la langue roumaine a aussi plusieurs... il y a un flou, d'où vient ce Take. Et il m'a fait une réponse en me priant de vous la lire, parce qu'il est très honoré d'avoir enfin la possibilité d'être un petit peu évoqué en public en France. Alors, selon lui, il nous dit de penser à l'empereur de Byzance, Constantin, qui a donné en roumain de nombreux dérivés, tels que Costa, Costake et Take. Mais Dumitru, ça marche aussi. Catifea, c'est un nom qui en roumain vient du turc et du grec kadife. Le velours a été inventé en Orient et importé en Occident
Au fil du temps, il est devenu un symbole occidental de l'opulence. Il est donc un symbole aussi du passage de l'Orient à l'Occident. À partir de 1821, les jeunes boyards roumains qui allaient étudier en Occident et très souvent en France renoncèrent à leur habillement oriental et adoptèrent la mode vestimentaire de leur pays de destination. C'est à peu près ça, chère Laure. Je t'embrasse, Stéphane. Voilà. Il suffisait de le savoir. C'est un peu... tout est compliqué. Si je peux rajouter juste... Bien sûr. Dans la littérature roumaine, il y a d'autres œuvres, pour ainsi dire, Takeanche Kader, qui est vraiment la quintessence, si vous voulez, de cette période phanariote, où il y avait grec, turc et bien sûr roumain. Et cette période qu'évoquait Stéphane Agopian par la voix de l'or, effectivement, avant la révolution de 1848, d'ailleurs c'est évoqué partout chez les historiens, les Roumains, ça ne s'appelait pas encore des Roumains, parce que la Roumanie, elle a eu son intitulé après la révolution. Surtout les seigneurs, ils s'habillaient à l'oriental, n'est-ce pas, avec même sur la tête le fameux fès. Et en 30 ans de temps, après la révolution de 21 de Tudor Vladimirescu et jusqu'en 48, ils se sont habillés à l'européenne. Ils ont commencé à parler les langues de l'Europe et ils ont passé aussi à l'écriture latine. Donc, vous voyez la transformation. Donc, c'est quand même un livre assez particulier, celui-ci de Stéphane Agopian, qui nous rappelle toute cette période. Oui, l'histoire est très présente, effectivement. Ça se passe en 1821 et donc c'est bien d'avoir rappelé ce cadre. Merci, Mariana. Alors, après, on a cette phrase... Când veștile că pazvangii s-au retras peste Dunăre ajunseră la noi, mama hotărât să se întoarcă. Donc le premier mot pour lequel on doit faire des recherches en tant que traducteur, bien entendu, ça va être ce fameux pazvangi. Nicolas, tu as choisi les mercenaires de Pazvantoglu. Oui, voilà. Oui. Alors, effectivement, là, hors contexte, c'est un peu délicat, mais je suis allé effectivement me renseigner sur c'est Osman Pazvantoglu, qui était un chef de guerre en principe, mais alors qui était initialement, si je ne me trompe pas, au service de l'Empire ottoman, et puis ensuite il s'est retourné contre ses maîtres. Et donc dans le doute, j'ai choisi mercenaires qui à mon avis, pouvaient convenir. Donc pour dire ces hommes, en fait, puisqu'on est dans le cas d'une armée non officielle. Donc voilà. Je sais pas comment. Tout à fait. Et alors Mariana, tu as fait un autre choix. Oui. Ce qui est toujours intéressant oui. Pour une joute. Il est normal puisque je n'ai pas rencontré Nicolas et je ne lui ai pas parlé. Moi, j'ai mené ma recherche tout en sachant quand même un peu peut-être, vu que je suis quand même roumaine, je connais mieux peut-être, excuse-moi Nicolas, l'histoire de chez nous et puis même la culturalité qui est dérivé de cette histoire. Donc, en roumain, existe encore le terme de pazvante. On dit la pazvante. S'il y a des Roumains dans la salle, vous reconnaîtrez cette expression. On dit du temps de pazvante. Oui. C'est-à-dire, quelque part, on ne sait pas quand, il y a très longtemps, un temps indéfini, etc. Alors, ce Pazvantoglu, fils de Pazvante, c'est Oglu, c'est le fils d'eux. Moi, j'ai préféré, si vous voulez, donner quand même une connotation, parce que nous, les traducteurs, on veut toujours que, enfin, je pense que c'est la même idée qu'on a tous, donner quand même une couleur locale. Donc,
que ça se sache que c'est un livre roumain. Finalement, on ne peut pas tout balayer. Bien sûr que j'étais tentée par mercenaires, parce que c'est exactement ce qu'ils étaient. Mais c'était des soldats qui s'étaient rebellés. Et à un moment donné, ils étaient au-delà du Danube. C'est connu, donc, du côté de la Bulgarie. Et ils faisaient des incursions, parce que la Roumanie n'a jamais été conquise par les Turcs. On était vassaux, mais ils n'étaient pas, si vous voulez, occupants. Ils faisaient des raids, ils venaient chercher le tribut, ils partaient avec... Donc c'était... Et ces soldats mercenaires de Pazvantoglu ils faisaient de la rapine. C'était des soldats rebelles qui faisaient ce qu'ils voulaient, en fait. Ils s'étaient détachés de l'armée régulière turque ottomane. Et donc, moi, j'ai choisi, bien sûr, j'ai fait une recherche et j'ai trouvé ce mot que j'ai expliqué en bas de page. Ça n'apparaît pas sur le... Voilà, mais moi, je l'ai expliqué en bas de page. Pour un roman, je sais qu'il ne faut pas donner beaucoup de notes de traducteur, il ne faut pas. Mais parfois, on ressent le besoin d'expliquer. Donc, voilà, moi, j'ai choisi Sekban. Sekban qui veut dire Pazvanji, c'est exactement ça. Et en réalité, j'ai expliqué en bas, soldats ottomans rebelles. J'ai mis entre parenthèses peut-être mercenaires, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils étaient, s'adonnant aux rapines. C'est tout ce que j'ai mis comme explication. Ça illustre bien le choix et parfois la difficulté qu'on a, surtout lorsque l'on présente les textes aux éditeurs. Certains éditeurs ne sont pas contre des notes de bas de page, d'autres les refusent ou vraiment nous invitent à vraiment les éviter. Dans ces cas-là, il faut choisir une autre solution qui est un petit peu explicative dans la phrase. Et voilà, ce sont des choix différents et qui sont tous les deux légitimes. Voilà. Dans la phrase d'après, donc ce qu'il faut dire aussi, c'est vous comprenez peut-être si vous arrivez à lire le texte, même au fond de la salle. J'espère que vous voyez un peu les versions de mes collègues. Take, donc le personnage principal, raconte un moment de son enfance qui est traumatisant, puisqu'il relate une de ses incursions, et dans une de ses incursions, son père est tué. Et en plus, je trouve assez amusant, c'est qu'on est vraiment dans l'imaginaire occidental que les Occidentaux ont au sujet de la Roumanie, c'est-à-dire les pâles, l'empaleur. On n'est pas loin de Dracula, donc c'est une coïncidence. Mais voilà, c'est ça. Ici, voyons. Ah oui, quelque chose d'intéressant. Trupul unei femei siluite non, c'est pas ça. Oui. Je peux lire le roumain si mais vas-y, donne-nous une lecture en roumain, s'il te plaît, Mariana. Oui, je vais le faire. Oui. Je suis plus à l'aise. Oui. Donc, je commence par ma mère. Mama? Oui. Mama, o zăream din căruța cu care venisem, încremenise privind. Trupul unei femei siluite a părut privirii mele. Nu înțelegeam ce caută femeia aceea acolo. Apoi, în stâlpi bătuți anume pentru a ține loc unui trup pierdut, zări capetele. Alors moi, je me suis posé la question, silhouette. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous avez fait des choix, Nicolas. Pardon. Ah, oui. Alors, on peut lire la version de Mariana. Ma mère, je la voyais depuis la charrette avec laquelle j'étais venue. Elle avait le regard figé. Le corps d'une femme souillée avait surgi devant mes yeux. Je ne comprenais pas ce que cette femme faisait là. Puis, au bout des piliers à dessin fiché pour remplacer un corps disparu, j'aperçus les têtes. Nicolas. Depuis la charrette qui nous conduisait, je vis ma mère se pétrifier. Le corps d'une femme traumatisée apparut dans mon champ de vision. Je ne comprenais pas ce que cette femme cherchait là-bas. Ensuite, sur des pieux sculptés pour suppléer les corps perdus, je vis les têtes. Ma question, c'est qui est cette femme traumatisée?
selon vous? Ça, je ne sais pas qui est la femme, mais siluit en roumain, ça veut dire violet. C'est le mot, si vous voulez, qui est très ancien pour violet. Violet est apparu plus tard. Et moi, j'ai préféré mettre souillé pour ne pas mettre violet, parce que souillé, ça m'a semblé un peu plus proche de cette signification. Voilà. Et Nicolas? Oui, moi je suis allé jusqu'à traumatiser, qui est peut-être un peu sur traduction, mais alors il a un style assez, parfois assez un peu mystérieux, disons. Enfin, pas toujours très, très clair, disons, mais dans ce cas-là, moi je pense quand même que c'est sa mère dont il parle. Enfin, cette femme, c'est... Sa mère regardait. Et voilà, mais c'est sa mère qui est en train de chercher au loin, qui cherche son époux, en fait, parmi le champ d'hommes empalés, enfin de tête, en l'occurrence. Et donc, justement, il parle d'une femme parce qu'il n'arrive pas à identifier sa mère à cette femme. Non, moi, j'ai bon. pas compris ça parce que Ouais. sa mère était avec lui dans la charrette. Ça, c'était clair. Il était, bien que Agopian parle dans tous les sens, ça c'est sûr, mais sa mère était avec lui. Elle avait le regard figé sur cette femme, sur ce corps de femme qui était par terre. Ouais, non, c'est comme ça que j'ai compris le texte. Peut-être les deux sont possibles. Il ne dit pas que la femme en question n'est pas dans la charrette non plus. Mais oui, il y a plusieurs phrases comme ça, plusieurs cas comme ça, à vrai dire. Et j'ai oublié de préciser que si dans la salle vous voulez intervenir, proposer des solutions vous-même, n'hésitez pas surtout. Oui, mais c'est intéressant. Moi, je me pose toujours la question et je pense que je poserai la question à Stéphane Agopian. Oui. En tout cas, le mot silhouette, ça veut dire violet. Tout à fait. Une question? Oui, c'est pas du tout une solution parce que je comprends. En fait, je comprends déjà même pas à la base si cette femme est morte ou vivante. Quand je regarde les deux textes, j'ai deux interprétations différentes. Donc, quels sont les indices dans le texte roumain qui donneraient à penser qu'elle est morte ou vivante? Parce que dans un cas, on a le verbe elle était là, elle peut être morte. Dans l'autre, c'est chercher. Donc là, on se dit elle est vivante. Enfin, voilà, tout à fait. Donc la question, la personne qui pose la question, merci Cécile, c'est de ça. Il n'y a pas d'indice pour savoir si la femme traumatisée ou souillée est vivante ou morte, effectivement. C'est le piège quand on traduit un petit fragment sans connaître le contexte. Ça, c'est le piège. Donc moi, comme j'ai lu le... C'est vrai que le verbe, il écrit « check out femeia ce acolo ». On peut effectivement dire ça en roumain, dire check out aici, qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu es ici, enfin, à la limite c'est comme ça que tu l'as entendu. Mais à mon avis, moi je l'ai plutôt senti quand même chercher du regard en fait, pourquoi elle était silhouette, c'est l'idée de force imposée, tout à fait. D'une extrême violence subie. Donc, traumatisé, c'est peut-être pas idéal non plus, mais je pense quand même qu'il... Mais ce n'était pas sa mère. Mais je pense que c'est... Non. Ouais, je sais pas. Non. Qui le livre. Si. Alors, dans la salle, on me dit que dans la charrette, il n'y avait pas la maman non plus. Alors, voyons. Parce que plus tard... Bon... C'est pas grave. Non, mais sa mère était avec lui dans la charrette parce que c'est elle qui s'adresse au conducteur qui lui dit allez, vas-y, Gheorghe. Oui. Juste après. Oui. Donc voilà. Si. C'est ça qui est tragique aussi. Voilà. Si, elle était dans la charrette avec lui. Après, elle l'a abandonné, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, on va voir la suite. Oui. Bon, voilà. Ensuite, donc dans ce passage-là, c'était tout ce que je voulais vous proposer parce qu'il y a quand même beaucoup de passages intéressants ensuite. On va passer à la page d'après. Oui. Voilà.
Mariana, est-ce que tu veux nous lire la première phrase en roumain? Cu căciula în mână, șuvițele de păr, il s'agit de conducteur de la charrette là. Cu căciula în mână, șuvițele de păr îi se lipiseră de frunte, ploua peste noi, cruce își făcu mare cu mâna lui uriașă. Peste cerul plumburiu, țăranul acoperi totul cu făptura lui. Mirosea a fum și a câine ud și a mămăligă rece și mucegăită, hainele lui mițoase mă făcură să strănut. Și apoi vocea mamei aspră răgușită. Mână, Gheorghe! Merci Mariana. Donc, chapeau ou chapka? Qu'est-ce que... Cacciolo. Qu'est-ce que ça dit vos choix? Chapka, ça fait très russe pour nous, les Roumains. Donc, je sais que le français a... Excuse-moi, Nicolas. Mais je sais que le français a adopté ce mot pour le couvre-chef un peu en peau de mouton, oui. Etc., très épais pour les hivers, parce que nous avons aussi des hivers très rudes. Mais les Roumains ne diraient pas. Chapka en roumain, ça évoque la chapka style ouvrier communiste qui est apparue. Oui, c'est la réalité. Moi, si vous voulez, je suis dans la culture roumaine un peu. Bien sûr que pour la traduction en français, il faut faire attention à la compréhension des Français. Donc, comme en français on dit chapka, ben, vas-y pour chapka Nicolas. Mais voilà, je ne savais pas. C'est vrai que j'ai hésité. Voilà. Oui, donc moi, chapeau peut aller plus vague, moins précis. Moi, je visualisais comme vraiment... On peut dire en peau de mouton. Mais c'est vraiment le travail du traducteur aussi de rendre des images. Et la façon dont on forme les images, elle dépend de la culture que l'on a et de l'imaginaire d'où l'on vient. Ça illustre bien cet aspect-là de notre métier. Oui. Alors, ce passage, il est, dites-moi ce que vous en pensez, assez illustratif du style et de la syntaxe particulière de Stéphane Hagopian, qui aime la juxtaposition de phrases. Et puis nous, au milieu, eh bien, on se débrouille pour trouver le sens dans cette phrase-là. Alors finalement, les cheveux collés sur le front. À votre avis, il a ses cheveux là, ils sont collés parce qu'il pleut ou parce qu'il avait chaud sous son chapeau? Moi, je me suis posé la question. Moi, c'est encore... enfin, je commence moi, c'est encore... je crois que je dois insister quand même. C'est ça, le travail du traducteur se fait dans un travail de contexte aussi, dans un contexte. Donc c'est pour cela il est vraiment nécessaire de lire pour comprendre, de lire un peu plus, un volume un peu plus vaste. Là, j'ai compris, d'après ce qu'il y a, c'est que il faisait moite que effectivement, il aurait pu avoir chaud sous son chapeau ou chapka, qu'il était aussi sale en même temps, que la pluie ajoutait à tout cet état. Donc, il faut choisir, il faut avoir une préférence, si c'est la pluie, si c'est la chapka, enfin. Donc ça, c'est un choix de traducteur, donc, parce qu'on on reproduit quand même l'idée de l'auteur, n'importe comment. Non? Oui, tout à fait. Non, c'est vrai que si on suit de près le texte, il peut avoir les cheveux collés, les avoir eus effectivement à cause sous son chapeau. Ensuite, c'est vrai qu'il y a assez souvent chez Stéphane Hagopian ces incises là, en fait, vous voyez, ploua peste nois, donc il pleuvait sur nous, mot à mot, qui est inséré dans la description du personnage. Donc, moi, j'ai choisi ici de restituer une syntaxe plus conforme au français, disons, mais c'est vrai que je m'éloigne du coup de celle de l'auteur, contrairement à toi, Marianne. Mais voilà, c'est des phrases difficiles, mine de rien.
Oui, elle paraît toute simple comme ça, mais en réalité, il y a au moins 4 pièges. Et c'est vrai que le verbe se coller, qui en roumain est le lipisere, c'est un plus que parfait. Donc ça donne une indication sur le fait qu'il avait les cheveux collés avant sur son front, vous voyez. Donc c'est vrai que c'est sur la chapka. Mais chez Agopian, il y a beaucoup de phrases, par exemple, sans verbe prédicatif, il n'y a pas de prédicat. Donc, pour moi, il m'a semblé que le gérondif, là, il était plus... Enfin, pour ne pas alourdir la phrase, mais de toute façon... oui, le gérondif, le participe présent est très bien choisi. Le participe présent est très... On verra un peu plus tard qu'il en a un usage... chez lui, il y a beaucoup de passages. Oui. Il a un large usage du participe présent et beaucoup de phrases nominales. Alors après, un petit peu de cuisine. La mamaliga, c'est un plat très important dans la culture roumaine. Nicolas, tu as choisi de l'insérer dans la langue française. Et toi, Mariana, tu as choisi d'en mettre la version qu'on connaît, nous, en France, qui donne un petit peu autre chose. Pourquoi ce choix ? J'ai pas compris. La mamaliga. Mamaliga, oui. On est au deuxième passage, oui. Excusez-moi. Oui, mamaliga... Bah oui, moi j'ai choisi cette fois-ci, j'ai choisi pour la compréhension des Français polenta, parce que le nom est italien. De toute façon, le nom n'est pas français non plus, mamaliga non plus. Mais je n'aurais pas laissé mamaliga quand même, parce que je ne sais pas si en français on le comprend facilement. Il faut donner une explication, je crois. Donc, Nicolas, tu as laissé Mamaliga. Je l'ai gardé. Alors, c'est vraiment un terme qu'on rencontre les Français le connaissent, dans chaque roman et à chaque fois la question se pose. Non, c'est pas forcément connu, mais bon, c'est pas connu. Oui. Il y a le côté, voilà. De toute façon, c'est une polenta. Ça, c'est sûr que c'est polenta. C'est l'équivalent, mais après, oui, avec sachant l'importance de la mamaliga dans la gastronomie roumaine. Il me semblait bien garder le thème en tant que tel. Ça indique aussi beaucoup de choses, mamaliga, polenta. Bien sûr, moi je traduis, donc encore une fois, je l'ai fait parce que vous voyez, cette fois-ci, j'ai pris quand même ma revanche par rapport aux mercenaires, par exemple. J'ai fait pour le français, mais il est vrai que mamaliga pour les Roumains, ça a une connotation aussi de paysans pauvres. Mamaliga, c'est le nutriment, l'aliment le plus fréquent sur les tables des paysans en Roumanie. C'était et ça l'est encore, il faut dire. Et quand on dit moisi, tu as choisi moisi, moi j'ai choisi froide et moisi, les deux, parce qu'il y avait les deux. J'étais plus proche du texte, là. Voilà. Parce qu'en roumain, manger de la mamaliga froide et moisie en plus, c'était vraiment le fond du trou. Voilà, c'était vraiment plus bas que terre. Voilà. Oui, ça indique quand même ce contexte de guerre et de difficulté. Et tout est dans le regard, tout est raconté par le personnage principal. Il se remet dans sa peau d'enfant. Ce qui explique peut-être aussi ces phrases nominales et puis ces juxtapositions. Entrecoupées. Et voilà, entrecoupées. C'est un surgissement d'images successives. Et c'est peut-être le choix qu'a fait Agopian. Peut-être un jour, si on a la chance d'avoir l'auteur en France, on pourra lui poser la question. Ça sera intéressant. Voyons. J'espère que vous avez un petit peu de bienveillance pour l'animatrice qui fait ça pour la première fois. Voilà. Je peux poser une question à Nicolas. Pourquoi as-tu choisi Nicolas? Merci, Georg. Oui, alors c'est une erreur. Elle m'a sauté aux yeux il y a 2 jours. Oui. Mais c'est parce que j'avais traduit un autre roman où tous les Serumona étaient raccourcis en juste Mona. Non, mais là, c'est Mona. Mais là, bien sûr. C'est évident, mais un petit accent. Mona, Georg. Ça veut dire, vas-y, conduis les chevaux. Conduis, mais cela dit...
Oui. Mais, oui, ça arrive. Moi aussi, d'ailleurs. J'ai très bien compris que Nicolas avait vu un Serroutmana abrégé. Voilà, quand on traduit rapidement comme ça pendant l'été pour les besoins d'une joute, ça peut tout à fait arriver. Alors, on va... Mariana, je vais te mettre de nouveau à contribution pour lire ce passage en roumain, puisque dans la salle, je pense que beaucoup de personnes n'ont pas aussi souvent que nous entendu la langue roumaine et la belle langue telle que tu la parles. Alors, nous t'écoutons. Hurducăitul căruței, depărtându-se, rânjetul tatei în urma noastră, rămânând... Voilà, c'est une phrase sans verbe. Voilà. Donc, je reprends pour l'intonation. Hurducăitul căruței, depărtându-se, rânjetul tatei în urma noastră, rămânând. Pocnetul biciului, altfel răsunând prin ploaie. Sub pătură, aerul era călduț și umed și împuțit de mirosul lânii. Dincolo, aerul era rece și curat. Am privit și pocnetul biciului altfel ud. Donc là, on est typiquement dans des marqueurs de style de Ștefan Hagopian, donc l'emploi récurrent du participe présent. Je les ai soulignés en double, je ne sais pas si ça se voit, mais pour le public, donc c'est depărtându-se, rămânând, et il y en a un troisième. Il y en a deux fois, voilà. Il y a deux, et donc il faut préciser que c'est pas habituel dans la langue roumaine. Les Roumains ne parlent pas comme ça. C'est vraiment un marqueur de style de Ștefan Hagopian. Oui. Alors comment vous faites, comment vous feriez dans cette traduction, mais surtout tous les deux, comment vous faites dans d'autres traductions, puisque d'autres auteurs ont d'autres marqueurs de style, et comment vous les traitez? Je laisse Nicolas. Vas-y Nicolas. C'est bon, l'avantage qu'on a avec le roumain et le français, c'est que ce sont deux langues qui sont quand même cousines, qui sont assez proches, donc évidemment pas dans la totalité des cas, mais assez souvent quand même, on peut rester assez proche du style de l'auteur, et je pense qu'on a tout intérêt à le faire, bien sûr. Autant que possible, bien sûr, avec vigilance toujours. Voilà, ici, c'est sûr qu'on a une succession d'images un peu presque incohérentes aussi dans le fond, et avec des déplacements de points de vue, puisque quand même le personnage se trouve à ce moment-là dans la charrette qui s'éloigne, donc il s'éloigne avec elle, il s'éloigne de son père et du village. Mais oui, Mariana, je sais pas si je voulais... Mais comment tu fais, Nicolas, en général, lorsque tu as ce genre de marqueur dans tes traductions? Parce que tu as quand même un sacré curriculum derrière toi. Bon, tu as fait beaucoup de traductions avec des stylistes, tu as traduit sur rang quand même. Donc, est-ce que tu as une méthode permanente, ou bien tu vois selon les contextes? Non, il n'y a vraiment évidemment pas de méthode qui puisse s'appliquer à tous les textes, à tous les auteurs. Au contraire, même c'est par la fréquentation d'un écrivain. Voilà. Souvent d'ailleurs, on est amené à transformer les choix qu'on peut faire en début de traduction et voilà, avoir d'autres idées ou changer les choses en cours de route aussi. Mais ouais, comme je disais juste avant, dans le fond, j'essaye quand même d'être au plus près. On parle toujours du risque de calque, mais dans le fond, je pense qu'on peut avoir une utilisation positive du calque, même si le terme est péjoratif. Voilà, comme je disais, d'être le plus près du texte original possible. Ensuite, oui, non, c'est vraiment, c'est pour ça que c'est difficile aussi de traduire un extrait comme ça, évidemment, sans connaître. Voilà, oui, tout à fait. Souvent, c'est si le roman est un peu long, c'est au bout d'une 50aine de pages qu'on arrive vraiment. Il y a souvent comme un déclic qui se fait d'ailleurs, où on rentre dans le style et on se pose plus de questions et tout devient plus clair. Enfin, on a cette illusion-là au moins, ce qui est déjà ça. Mais ouais, non, évidemment, il n'y a pas de. Il n'y a pas de méthode préétablie. Oui, tout à fait. C'est ça qui est bien aussi. Oui. Mariana? Alors moi, pour ce fragment, j'ai longtemps hésité entre
le bruit, parce que Hurdukait, ça veut dire en même temps le chaos, comme tu as choisi, j'y ai pensé aussi. Et puis j'ai choisi parce que comme il parle de l'éloignement, je me suis dit qu'est-ce qui s'éloigne, c'est les chaos, c'est-à-dire le train, comment ça c'est, oui, train calme. J'ai trouvé ça aussi, oui. Trinqueballement. Trinqueballement, mais c'est trop lourd, c'est trop pour une traduction, c'est pas bien. Mais entre-temps, je me suis dit, c'est quand même le bruit, parce que cette charrette, elle faisait du bruit à cause des chaos, bien sûr, mais j'ai retenu le bruit. Voilà, c'est pour vous expliquer pourquoi j'ai hésité entre les deux. Donc j'ai choisi le bruit. Mm-hmm. Ensuite, pour les pièges des participes présents là, qu'il a laissés, j'ai choisi, je crois que j'ai fait la même chose que Nicolas. Oui, vous n'êtes pas l'imparfait. Une relative, parce que sinon, on ne pouvait pas les juxtaposer comme ça. Voilà. Et pour Nicolas a choisi le sourire grimaçant. Moi, j'ai choisi le ricanement. Parce que, vous savez, on a sauté par-dessus le petit texte avant qui parlait des pieux. Mm-hmm. Ça m'a fait penser à Vlad Cepeš, Vlad l'Empaleur, avec ses pales. Mm-hmm. Parce qu'il parle de pieux, n'est-ce pas, sur lequel on voit que les têtes, et ça c'était vraiment la méthode du XVe siècle de Vlad. Donc j'y ai pensé et je me suis dit, ricaner, c'était peut-être parce que c'était vraiment en roumain, c'est le mot. Hein. Rânjet, c'est ricanement. Mm-hmm. Donc, j'ai choisi d'être plus proche du texte d'Agopian. Oui, moi, ça me semble gênant puisqu'il est mort quand même, mais voilà. On ne le voit pas mort. On voit que sa tête... figée, voilà. Ouais, c'est pour ça que j'ai pensé à Vlad Cepeš. Voilà. Après, moi, je préférais Chaos parce qu'il me semble quand même, on reste du point de vue du garçon qui est dans la charrette quand même, donc qui doit être secoué un peu par le mouvement. Tout à fait, oui. J'ai hésité, mais le bruit du fouet après. C'est un choix. Ouais, tout à fait. Alors, on voit à la fin du passage que vous avez chacun... donc, Mariana, tu restes au passé composé pour Am Privit, donc j'ai regardé. Nicolas, tu fais comme tu as dit tout à l'heure, tu choisis plutôt la concordance des temps et tu mets un passé simple, je regardais. Oui, là aussi, c'est un problème qu'on rencontre souvent. De manière générale, il y a une souplesse en roumain, que ce soit au niveau de la syntaxe ou des temps verbaux, qu'on n'a pas en français, ou qu'on a en français classique, disons en tout cas, ou qu'il faut s'adjuger, disons d'une certaine manière. Donc là, j'ai choisi la cohérence, oui, quand même, puisqu'il emploie quand même par ailleurs des passés simples, donc j'ai gardé... j'ai gardé sur tout le texte. Je suis restée au passé composé parce que, comme Laure vient de dire, chez Agopian, on ne peut pas respecter la concordance des temps, sauf si vous voulez faire vraiment du français exactement correct, etc. Mais chez Agopian, c'était d'ailleurs d'après la lecture que j'ai faite du reste du livre, chez Agopian, si vous vous tenez à la concordance des temps, vous diluez le texte, il change, le texte change. Oui, il était avant-gardiste lors de sa publication en 81 et il le reste aujourd'hui. Il me fait penser aux textes littéraires français qui mettent aussi bien du passé composé que de l'imparfait et sans... Donc c'était mon choix pour cette raison. Alors... et le claquement, j'ai choisi le claquement parce que c'est le plus proche du texte. Je voudrais vraiment qu'on arrive, puisque le titre de cette séance de joute, c'était Drôle de recette d'apothicaire, et qu'il ne reste pas beaucoup de temps si on veut avoir un échange avec le public. Je vais passer à ces recettes. Alors...
Donc l'enfant qui est orphelin de père, il est abandonné par sa mère chez un apothicaire. Il est laissé dans une maison qu'il ne connaît pas. Hein. Il y a un petit passage entre les deux que j'ai coupé pour arriver à cet endroit qui est intéressant du point de vue de la traduction. Et là, on le retrouve donc chez ce barbu, chez cet apothicaire. Je vous laisse juste prendre connaissance très rapidement parce que je vais aller... Oui, vas-y. Mais je voulais passer à la diapo d'après, malheureusement parce qu'on n'a pas trop de temps. C'est dommage, j'avais encore des choses... Tu le dis quand même, c'est ça, voilà. Comme ça fait entendre, c'est très bien. Bărbosul era stăpânul unei spițerii în care lucrau 2 ucenici și el. Nu-mi dădea nimeni nicio atenție, așa că îmi petreceam toată ziua în ceea ce trebuia să fie prăvălia. Spun așa pentru că era o cameră mare, întunecoasă, în care mirosea de trăznea, mirosuri multe, amestecate, n-am știut niciodată sigur de unde veneau, fiindcă veneau de peste tot. Și pe rafturi, lucind tainic, borcane mari de porțelan, cu inscripții albastre și unele având pe ele un cap de mort, rânjind întotdeauna când le priveam, așa că nu prea mă uitam la ele. On retrouve le regard de l'enfant, hein, parce qu'il a peur de regarder ces bocaux avec des inscriptions. On lit ce petit passage et puis on va aller à la dernière diapo, si tu veux bien. Tu peux lire aussi ce passage, s'il te plaît. Bătrânul Isaac Herzog ar fi fost poate un bun spițer dacă ar fi avut mai puțină fantezie, dar gustul lui pentru rețete rare, căutarea nesocotită a vechilor rețete, felul de a fi distrat și exagerarea în tot ce făcea, îl aduseseră cu timpul în stare de ruină. Folosea vechi rețete egiptene în care grăsimile de leu, de hipopotam, de crocodil, de pisică, de șarpe, de muflon erau lucrurile cele mai banale. Encore? Et voici donc le... Encore? Oui, s'il te plaît. Encore, pardon. Tu as dit que je faisais... Oui. J'allais faire un torticolis. Oui. Nu avea aceste grăsimi și era nenorocit. Oamenii de peste tot îi vindeau, păcălindu-l, desigur, tot felul de excremente și de urine și mi-amintesc că atunci când a cumpărat excremente de liliac a fost fericit o săptămână. Avea un talent nemaipomenit de a inventa noi rețete. Iată una pe care m-a pus să o învăț pe din afară și care ar fi trebuit să vindece sfrințenia. Gălbenuș de ou de cuc, salivă de vițel proaspăt tăiat, lemn de corcoduș uscat, gogoș de ristic, pilitură de stibiu oxidat. Se amestecă totul cu grăsime de păcură și se precipită sulf galben de bismut la 2 săptămâni de la preparare, folosindu-se pomada obținută la ungerea ulcerelor provocate de sfrințenie. J'avoue que je n'ai pas fait un cadeau à mes jouteurs avec ce texte. Je pense que vous vous en rendez compte dans la salle. Là, on voit un petit peu qu'il faut faire des recherches quand on est traducteur. Je pense que tous les traducteurs qui sont dans la salle le savent, évidemment. Le public, peut-être un peu moins, mais c'est une bonne façon de le découvrir. Alors, comment vous avez vécu la traduction de ce passage? Dur. Dur, oui. Oui, moi j'ai pas trouvé sfrințenie en fait. Mais moi non plus. Non, d'accord. Oui. Alors, il n'y a que l'or apparemment, mais c'est un secret. Non, moi je l'ai entendu comme un mot déformé que l'enfant avait mal compris, donc j'ai créé aussi un terme. J'ai cherché, je crois que plus d'une journée, enfin par épisode bien sûr, je l'ai cherché partout, dans tous les dictionnaires, des archaïsmes, des régionalismes, partout, et je suis arrivée à la conclusion que c'est un mot inventé par l'auteur, parce qu'il en a d'autres dans son livre, donc voilà. Mais c'est vrai que l'idée de Nicolas, elle est intéressante parce que donc on peut peut-être expliquer donc comment tu as formé ce mot, Nicolas. Explique-nous. Sfrințenie. Donc voilà, c'est le terme sfrințenie que vous avez tout en bas à la fin qui dans lequel on peut entendre sfrințenie voulant dire sainteté. Et donc moi j'ai imaginé que c'était l'enfant qui avait entendu ce terme qu'il ne comprenait pas et qui l'avait déformé et réintégré à cette recette par ailleurs. Oui. Inédite.
donc voilà, j'ai formé aussi, j'ai renoncé au F pour pas qu'on se perde trop, mais voilà, j'ai proposé Srinte T. Peut-être Oui, c'est une l'accent invention. d'un enfant qui prononce mal Oui. le terme. Moi, après avoir fait maintes recherches, j'ai regardé quand même mieux la phrase et j'ai vu il est question d'une pommade, finalement. C'est une pommade qui guérit des ulcères. Donc, je suis d'accord avec Nicolas, mais la sainteté ne donne pas d'ulcères. Donc, je suis partie de cette idée, si vous voulez, de maladie. Donc, puisqu'il imagine un peu, bien sûr, c'est un peu ubuesque là, ce mélange de, vous voyez très bien j'ai fait d'autres recherches, il faut dire, Gogoche d'éristique, j'ai beaucoup cherché aussi, ouais, j'ai trouvé. Mais tu l'as trouvé aussi, Nicolas? Oui, mais oui, oui, la noix de Galles. Découvert des choses. Oui. Ah oui, moi j'ai mis Galles de chêne parce que c'est exactement le mot. Mais bon, c'est pas grave. C'est dans le sens de ce mélange absolument fantaisiste. Vous êtes d'accord? Je me suis dit, s'il guérit des ulcères, ça doit être une pommade. Alors, j'ai pensé au flicten. Donc, de flicten, je suis arrivée à brûlure. Donc, c'est mon choix. Mais il fallait demander à monsieur Agopian. Non, mais je traduis Stéphane Agopian et j'essaye de le publier depuis 2005. Et j'avais commencé par traduire un petit livre qu'il a écrit qui s'appelle Fric. Et il n'est pas question d'argent, c'est encore un de ces titres impossibles en français, puisque c'est le personnage, c'est le nom du personnage. Et c'est un nom qui est d'origine arménienne, puisque Stéphane Agopian, vous l'avez deviné, c'est un Roumain d'origine arménienne. Et donc depuis 2005, j'ai eu le temps de me documenter et j'ai plusieurs dictionnaires d'archaïsmes. Il utilise des archaïsmes. Et dans ce roman Fric, là, le premier que j'ai traduit de lui, il y a 3 pages de la description du sac d'une ville grecque, je ne sais plus laquelle c'est, et c'est que des archaïsmes, des 3 pages d'archaïsmes. Et donc Sphrinsénie, en fait, c'est la vérole. C'est la syphilis. C'est la syphilis. Et si on écoute, Sphrinsénie, ça vient de françoise. Françoise, c'est la, voilà, puisque c'était le mal français, hein, la vérole. Pour nous, c'était le mal allemand, parce qu'on accusait toujours les voisins d'avoir colporté cette maladie. Ça a été aussi le mal de Naples, bien entendu. Et donc, ça vient de ce Françoise, et c'est une déformation de Françoise Sphrinsénie. Mais bon, voilà. C'était pas facile à dépister. C'était pas facile à dépister et je vous remercie vraiment d'avoir fait cet effort. J'aimerais qu'on discute avec la salle. Oui. C'est pour ça que je vais afficher. Non, on peut revenir si vous avez des questions sur le texte, sur des moments où on peut revenir en arrière. Mais je vais afficher, voilà, qui sont nos vaillants jouteurs. Alors. Vos questions sur ce texte, est-ce qu'il vous a plu? Est-ce qu'il vous interroge? Est-ce que ça vous a intéressé d'écouter la langue roumaine, peut-être pour certains pour la première fois? Voilà, donc Mariana est une traductrice et interprète, professeure de langue et de français en Roumanie. Et elle a adapté de très nombreux contes de la tradition roumaine en français. Et ils sont très très joliment illustrés souvent et on les trouve en librairie. Et elle vient de sortir un livre personnel, une très intéressante recherche sur Ekaterina Teodoroiu, qui est morte au combat durant la Première Guerre mondiale. Et c'est un livre bilingue. Il y a un lancement bientôt qui est programmé, je crois, le 9. Le 9 oui. À la librairie de Saint-Mandé. Voilà. Mais il y aura l'ambassade aussi qui va organiser. Oui. Et donc, on peut trouver toutes ces informations sur le site personnel de Mariana. Nicolas, je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, il a édité les œuvres complètes de Suran dans la Pléiade. Et il est l'auteur de nombreux livres de critique littéraire. Et puis, depuis quelque temps, il est un auteur original, j'allais dire un auteur
entier, mais nous aussi, nous sommes des auteurs entiers. Donc je me reprends, mais bon, voilà. Le traducteur. Et voilà, C'est un primé à de nombreuses reprises pour ses livres. Et sa dernière traduction, c'est l'Évangile selon Marie de Nicoleta Esinenko, qui est alors une Moldave extraordinaire, qui écrit un théâtre et souvent des monologues explosifs. Elle est géniale. Je suis contente que tu aies publié ce livre. Ouais. Voilà. Et puis, moi, vous me connaissez un petit peu. Et on présente Laure aussi, non? Vas-y alors. Qui ne connaît Laure Henkel à Paris parce qu'elle a fait beaucoup de traductions. Et puis, dans les librairies, vous trouvez... En fait, j'apprécie Laure parce qu'elle se bat pour une culture, pour une littérature qui n'est pas la sienne d'origine. Elle se bat chez l'éditeur, n'est-ce pas, pour le trouver et pour pouvoir apporter notre culture sur les stands des librairies françaises, ce qui n'est pas une chose facile. Ça, je vous le dis. Merci Mariana. Voilà. C'est vrai. Une petite biographie de Stéphane. Voilà, vous voyez son visage souriant et qui dit tout l'humour qu'il a. Je trouve visage arménien. Il a toujours la moustache qui frise, c'est ce que je lui dis, tu as toujours quelque chose derrière la tête. Voilà. Il est vraiment considéré comme un des grands écrivains contemporains. On a l'habitude en Roumanie de dire que c'est un classique en vie. De fait, ses œuvres complètes ont été publiées déjà dans la maison d'édition Polyrome, qu'il publie depuis le début. Et donc, heureusement, nous avons réussi à publier chez Jacqueline Chambon en 2015 un de ses romans, Sarah. Et j'aimerais bien que Taquet de velours, que vous avez découvert aujourd'hui, voilà, parvienne à être édité. Voilà, j'aimerais bien. Vous avez un petit... Je vous lis le résumé, peut-être qu'au fond de la salle, si vous ne voyez pas bien, à moins qu'il y ait des questions. Dans Taquet de velours, le savoureux personnage découvert aujourd'hui narre les événements qui ont marqué sa vie. Cela commence par l'histoire tragicomique de son père, qui, devenu veuf, prend la route en compagnie du barbier Le Lézard, lequel prétend soigner la peste. Dans une auberge où ils épatent le public avec leur talent de guérisseur, ils trouvent plus malin qu'eux, en la personne de Zamfira Lupu, qui se fait passer la bague au doigt dans des circonstances loufoques. Ainsi vient au monde Taquet. Arrive alors le récit de la terrible mort de son père, qu'on a vu aujourd'hui, puis de son arrivée chez le vieil Herzog, un apothicaire qui lui apprend à lire. L'enfant est ensuite le témoin d'un pogrom et un réchappe de justesse. Le lecteur croisera même dans ce roman picaresque et chatoyant, et au style particulier, vous l'avez vu aujourd'hui, je pense que les traducteurs l'ont bien montré, nos auteurs. Vous croiserez également un étrange Français, Louis-André Gabriel Bombast Vaucher, ancien homme de confiance du général Luce de Gaspari Belleval, agent double, envoyé par les Russes auprès de Napoléon en 1802. Et, voilà. Et la suite, voilà. Si ça vous a donné envie aujourd'hui... C'était la mode. Vous avez ici les couvertures. Alors, je me suis rendu compte au fil des rencontres que je fais en librairie que les gens aiment bien voir la couverture des livres dans le pays original, parce qu'il y a souvent des très très grandes différences de choix graphiques entre les éditions françaises et les éditions étrangères. Et puis on voit Sarah en bas. Voilà, il me reste à remercier nos auteurs. Il a été traduit dans d'autres langues. Oui, il y a le manuel des événements qui se trouve ici tout en haut à gauche, a été traduit en allemand, en français. Et dans les pays aux alentours. Oui, en Bulgarie, en Hongrie. En République tchèque aussi. En République tchèque, oui, voilà. Donc, voilà, il y a des traductions qui circulent, effectivement. Mais ce n'est pas une mince affaire. Et Taquet n'est pas édité encore. Voilà. Comme Mariana l'a dit, il n'est pas très facile de promouvoir... Ce n'est pas une mince affaire pour... Voilà. En fait, promouvoir, c'est bien, c'est un plaisir. Ce qui est difficile, c'est de convaincre. Oui. Voilà. Voilà. Donc, pour l'instant, Taquet de velours n'est pas publié. Et sera-t-il publié un jour sous ce titre-là? Encore une vaste question, parce que
Voilà, on ne sait pas. Peut-être qu'on choisira un autre titre. Il y a une question, je vous écoute. Tout à fait. Donc, on nous pose une question sur les notes de bas de page. Quels sont nos choix? Quelles sont nos contraintes? Et effectivement, est-ce qu'on choisit plutôt de laisser le lecteur comprendre dans le contexte, ou bien est-ce qu'on lui donne des billes pour comprendre? Je pense que cela dépend en partie du style de l'œuvre, de sa catégorie, si vous voulez, de narration, parce que si c'est un roman, on se dit tout de suite que les notes alourdissent la réception et font couper, si vous voulez, la lecture fluide d'un livre. C'est toujours un peu fâcheux quand vous vous reportez tout le temps vers le bas de la page pour voir ce que c'est. Voilà. Donc, le traducteur, je crois que vous avez la même idée. Il cherche toujours, comme disait Nicolas tout à l'heure, il cherche toujours à trouver le mot juste dans la langue d'arrivée pour pouvoir rendre compréhensible sans passer par les notes, s'il s'agit d'un roman. Moi, par exemple, pour mon dernier livre, qui est un livre quand même mi-historique, mi-fiction, sur Ekaterina Teodorou, j'ai beaucoup de références parce que c'est un livre d'histoire finalement. Il est raconté, mais c'est une narration, d'histoire fondée sur des documents. Mais dans un roman, je crois que nous évitons. Je crois que l'éditeur non plus n'aime pas trop les notes de bas de page, mais bon, parfois il est nécessaire. Mais il ne faut pas toutes les pages, il ne faut pas qu'à toutes les pages vous trouverez des notes de page et que chaque fois vous changez de regard quand vous lisez, la lecture n'est pas agréable. Voilà, c'est mon idée. Merci. Tu veux rajouter quelque chose, Nicolas? Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Moi, il en faut le moins possible et plus discrète possible, a priori, mais parfois, effectivement, on est quand même obligé, voilà, pour des choses qui sont purement roumaines, qu'on ne peut pas imaginer. Je crois qu'il y a d'autres questions. Oui. Simplement, le commentaire par rapport aux notes de bas de page. J'ai un peu tendance à penser qu'avec les moyens actuels, Internet, beaucoup d'informations peuvent venir par des recherches personnelles du lecteur à côté finalement de l'ouvrage. En fait, en tout cas, moi, je sais que je fonctionne un peu comme ça. Quand je lis quelque chose et que je me dis, tiens, c'est bizarre, je suis pas au courant, j'ai jamais entendu parler. Finalement, plutôt qu'une note qui pourrait gêner, comme vous dites, finalement, de nos jours, oui. C'est récent, mais de nos jours, on peut... Oui, donc, oui. Vous dites que de nos jours, effectivement, l'Internet permet au lecteur de rechercher les mots ou les notions sur lesquelles il buterait et qui n'ont pas occasionné de notes de bas de page dans le livre. Effectivement, c'est possible. C'est possible, tout à fait. Parce que la réalité en question n'est pas toujours explicitée en français, par exemple. Donc le lecteur qui ne parle pas la langue d'origine va avoir du mal à trouver un élément de contexte très particulier dans sa langue. Parce que parfois, en tant que traducteur, on fait des recherches qui durent très longtemps pour arriver à comprendre un élément des réalia qui figure dans le roman. Tout à fait. Moi, je trouve qu'il y a aussi une autre solution qui est le glossaire de fin de livre, qui n'interrompt pas la lecture et qui permet au lecteur curieux de voir de quoi il s'agit et on laisse dans le corps du texte l'élément étranger. Très bien, oui, la notion du glossaire qui aurait été utile, par exemple, si on choisit de laisser Mamaliga, mettre Mamaliga en glossaire pour laisser ce réalia dans le texte, lui donner sa couleur, montrer un peu l'origine de ce nom et puis ne pas perdre complètement le lecteur qui trouve des informations en fin de livre. Effectivement, c'est une solution. Oui. C'est une autre solution. Une autre solution. Non, mais qui me vient en vous écoutant, je me dis parfois peut-être pour des romans comme ça qui plongent dans une réalité culturelle historique qui est étrangère au lecteur français alors qu'elle ne l'est pas au lecteur roumain, on pourrait aussi imaginer une ou deux pages de mise en contexte finalement comme le carton comme on a au cinéma, voilà, ça se passe à telle époque et voici quelles sont les forces en présence. Finalement, voilà, ça donnerait des premières clés qu'on aurait pu imaginer une époque de mettre en bas de page, mais effectivement, il
Tout à fait, une courte préface du traducteur mettant en contexte, oui. Tu en penses quoi, Mariana ? C'est avec l'accord de l'auteur, parce que c'est quand même un livre d'auteur. Donc, vous êtes traducteur. Moi, j'ai fait pour mes comptes, par exemple, avis au lecteur, mais je me suis permis, parce que j'ai signé, vu que j'ai beaucoup adapté, que j'ai beaucoup changé à l'intérieur, mais j'ai fait un avis au lecteur. Mais dans un roman, pour un roman de Stéphane Agopian, je vois mal qu'un traducteur, sauf si avec son accord, avec l'accord de l'auteur, parce que c'est quand même un livre d'auteur. Oui, donc mais c'est un peu plus compliqué avec... Ouais. Mais moi, je crois qu'on peut tout à fait, quand on est traducteur, on est auteur et on peut manifester un point de vue et du moins, ici, une introduction expliquée. On est légitime, je crois, dans cette position et l'auteur ne peut pas être complètement opposé, je ne pense pas. Tu en penses quoi, Nicolas ? Oui, je suis d'accord avec tout le monde. Non, mais d'une part, je pense que c'est bien de faire confiance au lecteur, d'une part, et de ne pas d'emblée lui mettre le harceler de trop d'informations. Dans le fond, c'est pas trop grave non plus si, quand on lit un roman, on n'a pas tous les détails historiques ou des choses comme ça. Tout à fait. Et puis faire confiance à l'auteur aussi, je pense quand même, parce que c'est quand même lui le maître qui choisit dans le fond les informations qu'il veut donner, qu'il ne veut pas donner. Là encore, c'est à lui de faire sa sauce. Après, quand l'écrivain est contemporain, effectivement, joué pour Gabriela Adamestea nous l'a fait dans ses romans. Elle inclut des petits 3 lignes sur le roi de Roumanie, 3 lignes sur les premiers ministres. Qu'elle fait ça pour les lecteurs étrangers précisément, pour les éditions étrangères de ses livres. Et puis moi aussi, je pense qu'on doit vraiment faire confiance au lecteur. Vous voyez, par exemple, le tout début des extraits qu'on avait présentés, il y a ce pasvante. Et même si on le lit en roumain sans aucun accent, etc., je trouve que ce mot, il a une couleur. C'est un nom propre déjà. Donc nous, ici, on coupe les cheveux en 4, on explique parce qu'on est un petit peu entre nous ou alors avec des gens qui sont curieux de savoir à quoi ressemble notre arrière-cuisine. Mais si on lit le roman et qu'on est déjà installé, parce que là, c'est pas les premières pages, on est à la page 52 là déjà. Donc quand on est déjà dans une ambiance, etc., et puis qu'on lit, lorsque passe vente, machin, bon ben voilà. Si on n'a pas la biographie de ce mercenaire d'origine turque, c'est peut-être pas très grave. Voilà. Et éventuellement, si on avait fait une mise en contexte au départ, ça peut suffire. Mais c'est vrai que la limite est toujours, pour ces notes, pour ces informations supplémentaires, la limite est toujours en tout toujours cas, difficile à fixer. Pour les romans, je crois qu'il faut des romans, ou alors vraiment faire là où il est nécessaire. Absolument. Oui, mais c'est vrai qu'on est toujours sur le fil. D'ailleurs, pour tous les choix que fait tout traducteur, chaque choix est pour être autre chose. Voilà, on le voit bien aujourd'hui. Donc c'est la réalité quotidienne de notre vie à nous, les traducteurs de toutes les langues. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Mais moi, je voudrais savoir si ça vous donne envie de lire la suite. Ça vous rend curieux ? Bon. C'est bien, ça me met un petit peu de baume au cœur et ça me donne envie de redémarcher. Oui, signer une pétition. C'est un beau mot de la fin pour cette joute de traduction. C'était la première en roumain. J'espère qu'elle vous a plu. Enfin, j'ai l'impression qu'elle vous a plu et qu'on aura l'occasion d'en refaire d'autres. Et vraiment, merci Nicolas et Mariana d'avoir répondu à mon appel et d'avoir osé. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.